Bonjour tout le monde, nous revoilà donc pour cette deuxième partie, l'avant-dernière, et qui concerne l'asthme de l'enfant. Quoi de mieux, encore une fois, pour commencer un cours, ou le cours même pour une étape diagnostique, avec quoi de mieux pour commencer qu'un schéma de physiopathologie, d'éthiopathogénie, qui résume tout ce que l'on a vu lors de la dernière séance et qui insiste sur le rôle de différentes cellules, de certaines fibres nerveuses et des structures qu'il y a et qui interviennent ou qui sont détériorées au cours de l'asthme, justement. L'étape diagnostique, en fait, il y a 5 étapes diagnostiques. 3 étapes qui sont classiques, positif, différentiel, étiologique, mais aussi un diagnostic phénotypique et de gravité peut être conçu et présenté. En sachant que les choses ne se passent pas de façon tout à fait dépendante. Il y a une interdépendance entre certaines étapes diagnostiques, notamment positif, étiologique, différentiel, puisque certains éléments sont intéressants aussi bien pour le diagnostic positif que le diagnostic étiologique ou différentiel. Le diagnostic positif est essentiellement clinique. L'exploration fonctionnelle a une place qui est diversement appréciée et la radiologie pour le diagnostic positif n'a qu'une place tout à fait accessoire. Le diagnostic est clinique et simple, en principe, ou dans la majorité des cas. Puisque l'asthme, c'est une succession de survenue d'une succession de crises d'asthme. Ces crises d'asthme sont évidentes. Avant les crises d'asthme, il y a souvent ce qu'on appelle les prodromes. Il s'agit d'essayer de les identifier, car c'est souvent les mêmes chez les mêmes enfants. Et cela représente, les prodromes représentent le tout début de la crise. Reconnu, ceci permettra à l'enfant et à ses parents de commencer le traitement au plus tôt lors de la survenue de la crise et donc espérer avoir une réponse la plus rapide, la plus favorable possible. Ces prodromes sont le plus souvent rhinorrhées, claires ou aqueuses, parfois une toux sèche et quinteuse. D'autres prodromes ont été décrits ou sont retrouvés sur le terrain et parfois des prodromes tout à fait curieux. Quand survient la crise proprement dite, chez le nourrisson, c'est le tableau d'une bronchiolite aiguë que tout le monde reconnaît et sur lequel sûrement je reviendrai un jour parce que la bronchiolite aiguë est une pathologie et un thème qui m'est très cher. Chez l'enfant plus âgé, c'est un petit peu comme l'adulte. Après ou avec, en même temps que certains signes fonctionnels, et notamment la toux, ou la sensation d'angoisse ou d'étouffement, ou parfois de sifflements expiratoires qui sont rapportés, lors de l'examen physique, cette détresse respiratoire est souvent présente et l'enfant est gêné, penché en avant, le thorax est distendu, une personnalité bilatérale et diffuse, et souvent, il ne manque qu'exceptionnellement des râles sibilants sont retrouvés disséminés à l'auscultation. Ils peuvent ne pas être les seuls, ils peuvent s'associer à des râles crépitants, des râles sous-crépitants ou d'autres râles dits ronquis. Le plus souvent, la crise disparaît spontanément, mais après quand même, parfois au bout de quelques jours, cette évolution favorable est écourtée sous bêta-mimétique, si bien que l'on peut espérer chez certains enfants, surtout s'ils prennent leur traitement dès les prodromes, avoir une régression spontanée totale rapide au bout de quelques heures. D'autres tableaux ont été décrits et font un petit peu la complexité de l'approche de cette maladie. Une toux chronique, surtout si elle est nocturne, est un autre tableau le plus fréquemment rencontré après celui des crises qui se répètent. Cette toux chronique fait évoquer l'asthme d'autant plus qu'elle est déclenchée par certains facteurs, le rire, le pleur, l'exercice physique, l'émotion ou d'autres, l'exposition au froid, etc. C'est souvent là aussi les mêmes facteurs que l'on retrouve chez les mêmes enfants. Donc d'où l'importance de l'interrogatoire. Une toux spasmodique qui se répète dans le temps est aussi à évoquer. Et enfin le bronchospasme induit par l'effort, qui peut être seul ou associé à la survenue de crise d'asthme, doit faire aussi évoquer cette pathologie.
À côté de l'étape clinique, il y a, dans ce diagnostic positif, il y a l'étape fonctionnelle. Le débit expiratoire de pointe est classique. Voici un débitmètre. Et ce débitmètre, enfant le plus souvent, qui va jusqu'à 400 litres minute, va nous donner un chiffre qui sera comparé sur les courbes, les normes étant rapportées selon la taille, et la diminution du débit expiratoire de pointe ou l'instabilité des chiffres du débit expiratoire de pointe avec des variations qui dépassent les 20% de la valeur de base entre le matin et le soir, ou entre un jour et l'autre, sont très évocatrices. Mais c'est l'exploration fonctionnelle respiratoire qui, par des chiffres plus objectifs, obtenus de façon plus objective, va nous permettre d'avoir une expression plus sérieuse et plus explicite. On essaiera d'avoir surtout, ce qui est intéressant, c'est ce qui est intéressant, c'est surtout cette courbe débit-volume. L'exploration fonctionnelle chez l'enfant est difficile. Elle n'est pas toujours disponible et pas toujours possible chez le nourrisson. Ce sont juste des équipes de recherche qui peuvent le faire pratiquement. À l'âge préscolaire, la plétismographie nous donne un certain nombre d'informations, mais n'est pas disponible, très peu disponible dans notre pays en tout cas. Et l'âge scolaire, quant à lui, il est possible, comme chez l'adulte, d'effectuer une spirométrie à partir notamment de l'âge de 7-8 ans, c'est possible. Et c'est les courbes débit-volume qui seront effectuées. Voici le profil de cette courbe que nous avons. Nous calculons justement les DEM 75, 50 et 25. Le débit expiratoire de pointe est là. Alors c'est en rouge est la courbe normale. Et la courbe normale qui, comme vous le voyez, est légèrement convexe vers le haut. En cas d'obstruction des voies aériennes, d'un syndrome obstructif, nous allons voir c'est l'aspect de la courbe et va devenir concave vers le haut, le DEP est plus bas, et l'aspect de cette pente descendante sera plutôt concave vers le haut, et c'est tout ce qu'on vous demande de retenir en tant qu'étudiant. Les chiffres, c'est une affaire de spécialistes, comme le rappelle cette phrase-là. Encore ce qui est normal, et voilà en vert ce qui est anormal, un aspect très caractéristique, très évocateur. Si vous retenez cela, c'est déjà énorme et suffisant d'ailleurs. Pour le diagnostic positif, les critères radiologiques ne sont pas très intéressants. Alors, il y a la radiographie que l'on peut être amené à pratiquer pendant la crise ou en dehors de la crise. Généralement, notamment actuellement, puisque la maladie asthmatique est moins grave qu'à l'époque, en dehors de la crise, la radiographie thoracique est tout à fait normale. Pendant la crise, il peut arriver que l'on voit, si l'obstruction est très importante, une hyperinflation en air, comme dans la bronchiolite. C'est ainsi qu'on va pouvoir compter les espaces intercostaux qui seront assez élevés, autour de 9 ou plus, comme c'est le cas ici. Un aspect de petit cœur, parce qu'il y a trop d'air dans les poumons. Et puis, un aspect d'horizontalisation des hémicopoles diaphragmatiques, et surtout, elles vont se retrouver au même niveau. Tout cela, c'est des éléments qui peuvent être intéressants pour dire qu'il y a des signes d'obstruction bronchique, ce que l'on sait généralement déjà, grâce à la présence de sibilants et de détresse respiratoire. Le diagnostic différentiel ne pose que peu de problèmes. Mais s'il y a problème, c'est surtout chez les enfants les plus jeunes. Cette pyramide, cette représentation du diagnostic différentiel sous forme de pyramide indique que le fait que c'est surtout chez les enfants moins de 12 mois que se pose la question des faux asthmes. Entre 12 mois et 3 ans, le problème se pose toujours, mais de façon moins aiguë, alors que chez les plus de 3 ans, la question ne se pose presque plus. À part une ou deux ou trois pathologies, pratiquement la majorité des pathologies sont celles qui vont survenir avant l'âge de 12 mois
ou à la limite entre 12 mois et 3 ans, elles peuvent rester au-delà de 3 ans, mais le diagnostic généralement est posé bien avant, dès la survenue des premiers tableaux qui font évoquer l'asthme et font discuter les situations de faux asthme. Voici, sans entrer dans le détail et sans être vraiment exhaustif, les moins de 12 mois, c'est la bronchiolite qui pose le plus de problèmes. On y reviendra tout à l'heure dans le diagnostic différentiel dans un moment. Il y a une série de pathologies, essentiellement malformatives, qu'il s'agisse de poumons ou du cœur, certaines maladies métaboliques, héréditaires, et parfois les séquelles de virose qui peuvent poser problème. C'est les mêmes pathologies que l'on retrouve entre 12 mois et 3 ans, mais leur fréquence est réduite à cet âge-là. Et comme je l'ai dit, chez les plus de 3 ans, et notamment chez les plus de 5-6 ans, presque aucun diagnostic différentiel, si ce n'est par exemple le corps étranger quand même, mais aussi l'adénopathie tuberculeuse dans un pays comme le nôtre, où il y a encore beaucoup de tuberculose, peuvent être discutés. Sinon, si une pathologie existe et qui prête le change avec l'asthme, le plus souvent, elle existe déjà depuis la première année, elle est déjà connue et identifiée, et il n'y a pas de vrai diagnostic différentiel posé à cet âge-là. À titre indicatif et de passage, vous aurez le temps de le relire calmement. Les principaux diagnostics différentiels qui figurent sur la diapo précédente, chez les moins de 3 ans notamment, et un petit peu les signes cliniques évocateurs qui peuvent vous orienter. C'est un tableau classique que l'on retrouve parfois, que j'ai eu à présenter déjà lors d'une journée sur l'asthme en 1998, sous l'égide de la Société algérienne de la pédiatrie. Diagnostic différentiel, souvent, fait appel à cette citation: tout ce qui siffle n'est pas de l'asthme. Cette citation est retrouvée partout et elle est juste. Mais il faut quand même rappeler qu'en dehors de la bronchiolite, l'asthme fait siffler 1000 fois plus que tous les autres diagnostics que l'on a évoqués il y a un moment. Donc siffler veut dire, dans la grande majorité des cas, c'est de l'asthme. D'accord ? Mais c'est pas parce que l'enfant siffle que c'est forcément de l'asthme. Et plus l'enfant est jeune, plus cette question est pertinente. Il faut essayer toujours de l'éliminer, grâce d'ailleurs surtout à la clinique et un peu à la radiographie du thorax. Tous ces diagnostics sont aussi nombreux que rares. Dieu merci. Ce diagnostic différentiel fait évoquer, comme je l'ai dit, chez les moins de 12 mois surtout, le diagnostic différentiel avec bronchiolite. S'agit-il d'une bronchiolite ou d'un asthme, notamment chez le nourrisson, du nourrisson. Ce tableau, très actualisé, résume les informations que l'on utilise et les données récentes, relativement récentes, depuis 5-6 ans, que les gens admettent. Alors, chez les nourrissons de moins de 12 mois, on parlera d'asthme si c'est le deuxième épisode et qu'il existe une notion d'atopie personnelle ou familiale. S'il s'agit du troisième épisode, c'est un asthme du nourrisson. Donc voici, le nourrisson asthmatique, c'est celui qui va se retrouver ici, ou qui va emprunter cet autre chemin. Quant à l'enfant âgé de 12 mois ou plus, dès le premier épisode, maintenant, en l'an 2020, on est en droit de parler de l'asthme. Le diagnostic étiologique, c'est-à-dire qu'il est asthmatique, j'ai éliminé toutes les autres causes de faux asthme. À quoi est dû son asthme? Parler de cela, parler de diagnostic étiologique, c'est un petit peu citer ou rechercher les facteurs inducteurs. Et parmi les facteurs inducteurs chez l'enfant, qui sont de loin le facteur inducteur le plus fréquemment incriminé, c'est l'allergie. L'allergie est en cause dans 85 à 90% des cas, voire plus, selon certaines études. Plus rarement, c'est une infection virale qui a tout déclenché, surtout à virus respiratoire syncytial, en particulier chez le nourrisson. Cette donnée a été étudiée dès les années 80. C'est des souvenirs qui remontent déjà aux années 80. L'exercice physique, la pollution atmosphérique peut être un facteur inducteur et les agents chimiques. En dehors des virus, les autres sont vraiment plutôt rares, mais sont présents et doivent être recherchés
comme diagnostic étiologique. Quand on dit facteur inducteur, il ne faut pas oublier que je peux avoir l'allergie, plus l'infection virale, plus les autres. Je peux avoir tous les facteurs inducteurs chez le même enfant. Je l'ai rappelé la dernière fois lors de la première séance. Donc, l'allergie, le facteur inducteur principal, c'est l'allergie. Chez l'enfant, contrairement à l'adulte, quand on dit asthme, on a pratiquement, on veut dire allergie. L'asthme allergique est de loin le plus fréquent. Qui dit allergie dit enquête allergologique parce que c'est important. Alors l'enquête allergologique, ce n'est pas très sorcier, ce n'est pas forcément des tests cutanés, des idiocéries spécifiques, etc. Ce n'est pas des explorations, ce n'est pas ce que l'on fait souvent, ce que l'on voit sur le terrain. Le plus important, la pierre angulaire de l'enquête allergologique, c'est la clinique. Et dans la clinique, c'est pas tellement l'examen physique, c'est surtout l'interrogatoire. D'accord? On recherche dans l'interrogatoire les antécédents personnels et familiaux, on recherche les conditions de survenue de cette pathologie, on recherche les facteurs qui interviennent pour déclencher les crises, les facteurs qui interviennent pour calmer l'enfant, l'effet des bêta-mimétiques qui ont été utilisés par la famille ou par l'équipe médicale, l'existence de périodes intercritiques libres de tout symptôme ne se voit pratiquement que dans l'asthme et dans l'asthme allergique, pratiquement. Donc tout cela est très très important, l'interrogatoire est très important. On lui a réservé une plaque, et notamment dans l'interrogatoire, la présence d'atopie personnelle ou familiale. Personnelle, c'est l'existence, la coexistence ou la précession par d'autres manifestations d'allergie, allergie aux protéines du lait de vache, dermatite atopique, rhinite allergique pour l'asthme, et reste intéressant. L'examen physique n'a que peu d'intérêt, même si on insistait à l'époque sur le signe de Dennis Morgan, qui est cet aspect de double paupière d'un enfant qui n'a pas assez dormi, c'est ainsi que l'on le rapporte. Il y a aussi l'aspect particulier lors de la palpation de la peau de l'enfant. C'est une peau qui est rêche, qui est un peu difficile à palper, parce que c'est gênant, elle est un peu rugueuse. C'est des signes classiques, mais qui ne sont pas très spécifiques. Les tests cutanés sont importants, ainsi que les IgE sériques spécifiques, de pratiques plus récentes, de pratiques qui a été facilitée ces dernières années, parce que beaucoup de laboratoires en font, mais je me permets de dire que dans la pratique courante, et dans la majorité des cas, l'interrogatoire à lui seul suffit largement pour suspecter fortement un asthme d'origine allergique. Les tests cutanés sont parfois nécessaires parce que c'est les parents qui les demandent, sont parfois nécessaires parce qu'il y a un problème de diagnostic différentiel et on veut s'assurer qu'il y a vraiment de l'allergie derrière, ou parfois nécessaires parce que l'enfant ne répond pas lors du traitement, et on veut encore une fois s'assurer qu'on est bien devant un asthme allergique et pas autre chose. Ils sont de pratiques faciles, peuvent se faire en ville. Les pratiquer est intéressant chez ces enfants-là. Il n'est pas indispensable chez la majorité des enfants. Je me permets de le dire et de le rappeler. Les IgE sériques spécifiques sont aussi un petit peu l'autre versant de l'enquête allergologique biologique. Ils peuvent être négatifs chez d'authentiques asthmatiques, allergiques. Ils peuvent être positifs chez des enfants qui n'ont jamais présenté de problème d'allergie ou d'asthme allergique. C'est dire tout comme les tests cutanés d'ailleurs, c'est dire leur caractère à intérêt parcellaire qui peut être pris en défaut. Les deux peuvent être pris en défaut. Les IgE sériques totales et le taux d'éosinophile dans le sang étaient de pratique courante, voire systématique dans les années 60 et 70. Leur intérêt a nettement diminué et ils ne sont d'un intérêt que minime, voire mineur. Donc, c'est l'interrogatoire qui est le plus important pour l'enquête allergologique. Cet interrogatoire, comme on l'a vu, il y a les antécédents personnels, mais il y a aussi les antécédents familiaux. Alors, dans les antécédents familiaux, c'est important. J'ai souvent
j'ai l'habitude de présenter ces cercles concentriques aux parents de malades pour leur dire, parce que dès qu'on commence à leur poser la question, la mère désigne sa belle-mère et le père désigne la belle-mère sa belle-mère. Et ça peut être à l'origine de conflits familiaux, j'en ai vu. Alors, très vite, il faut leur expliquer cela pour leur dire, bon, en matière d'allergie, d'antécédents familiaux, le plus important, c'est la mère. Dans un second temps, de façon un peu plus accessoire, c'est le père. Et puis, tout à fait accessoirement, sans être négligeable, la fratrie. Et ça s'arrête là. Ni les oncles, ni les tantes, ni les parents, les grands-parents n'interviennent. Donc, laissez ces gens-là tranquilles. Recherchez les antécédents d'allergie, d'atopie familiale, au niveau de l'un de ces trois cercles. Pour montrer l'importance de cela, voici un tableau qui est connu, qui est rapporté dans plusieurs études, dans plusieurs publications. Quand vous avez un parent atopique, vous êtes à 20-40%, et on a vu que quand c'est la mère, c'est un peu plus important que quand c'est le père seul. Quand les deux parents sont atopiques, mais il y a une allergie distincte de l'asthme, un autre type d'allergie que l'asthme, le chiffre demande déjà 40-60% de risque. Quand les deux parents sont atopiques et avec la même allergie, c'est-à-dire qu'ils ont de l'asthme ou équivalent d'asthme, ce taux peut monter jusqu'à 80%. Donc le risque est très important. Dans la fratrie, c'est de 25-30%. Et quand aucun parent n'est atopique, ce risque tombe à 15%, mais n'est pas nul. Le diagnostic étiologique est basé, comme on l'a vu, aussi parfois sur les tests cutanés. Je vous rappelle que quand on fait les tests cutanés, et la même chose est valable pour les IgE sériques spécifiques. Et il faut arrêter les antihistaminiques et les corticoïdes, et notamment les antihistaminiques, selon le type d'antihistaminique, en tout cas au moins 10 à 15 jours avant la pratique des tests ou le dosage du taux d'IgE sérique, évidemment. Et quand on veut faire les deux, il est préférable de commencer par les IgE sériques avant de faire les tests cutanés pour ne pas avoir une réaction c'est l'inverse. Quand on doit faire des tests cutanés, il faut les faire après avoir dosé les IgE sériques spécifiques pour ne pas positiver les IgE sériques. Ça aussi, c'est un élément important. Voici la technique. La positivité, ce qui est important, si la papule qui est occasionnée, qui est engendrée à la suite de cette injection, à travers la goutte d'allergène, si cette papule est supérieure à la moitié du témoin. Le diagnostic phénotypique. Oh, combien il a posé problème. Et d'ailleurs, c'est une étape que les experts généralement n'abordent pas sous cette dénomination. Le diagnostic phénotypique doit être aussi discuté, notamment actuellement. Alors, cette courbe-là est très 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 importante. Elle figure dans tous les écrits sur asthme depuis au moins 30 ans. Et chez nous depuis au moins 20 ans. Et elle est le résultat de l'étude de la cohorte de Tucson, qui est là aussi un nom qui est très connu en matière d'asthmologie pédiatrique. Que dit-elle? Elle dit que il y a des phénotypes selon la date de début et où les délais évolutifs, c'est-à-dire la durée d'évolution par la suite, qui nous permettent de dire qu'il y a des chemins différents pour les uns et les autres. C'est ainsi qu'on a par exemple un enfant ici qui a un asthme atopique, allergique, il a des antécédents familiaux, parfois personnels, qui à partir de la fin du premier mois ou un peu plus, va commencer à faire de l'asthme, voilà. Et il est dit asthme atopique exogène allergique. D'accord? Un petit peu comme celui de l'adulte. Il est tout à fait superposable à celui de l'adulte. Celui-ci est récidivant et risque de traîner avec l'enfant jusqu'à l'âge adulte, surtout si on ne met aucun traitement. Il y a aussi cet autre profil. C'est les enfants qui ont un problème du développement peut-être des voies respiratoires, et qui, au cours de leur première année, vont rencontrer des problèmes
des phénomènes obstructifs qui peuvent faire siffler l'enfant et ça peut durer jusqu'à la fin de la première année. Il y a aussi cet autre profil qui est identique à celui-ci, seulement il commence plus tard et c'est l'asthme à début tardif. Il va commencer vers les 2 ans, 3 ans, voire plus, même à 20 ans ou 40 ans, et qui va continuer lui aussi et deviendra chronique, il va récidiver, etc. Alors, ce phénotype-là n'est pas reconnu par tout le monde. Ou en tout cas, parfois, il a d'autres explications selon les auteurs. Donc celui-ci, on peut à la limite l'oublier. Et puis, il y a celui-ci. Celui-ci survient tôt. C'est un enfant qui, après une infection virale, va développer des signes traduisant l'obstruction bronchique, sibilant, wheezing, avec ou sans dyspnée plus ou moins importante. Et puis, vers l'âge entre 1, 2 et 3 ans, il ne fait plus de crise. Il ne fait plus d'épisodes de sifflement et de dyspnée. Alors, le plus fréquent au cours des 3 premières années, et notamment au cours des 2 premières années de ces phénotypes, c'est celui-ci, justement. C'est celui-ci. Et celui-ci survient après une infection virale, et il est dit transitoire. C'est aussi ce qu'on appelle l'asthme transitoire. Moi, personnellement, j'ai des difficultés quand je dis aux parents, votre enfant est asthmatique, donc ça les choque. Ils ont une notion de l'asthme qui date de 30 ou 40 ans. Ils ont souvent un parent dans la famille qui est décédé, qui en a souffert de façon dramatique toute sa vie. Donc, ils ont peur de ce terme-là. Et pourtant, il veut dire ce qu'il veut dire. Alors, cet asthme-là va disparaître. Il va disparaître d'autant plus qu'il n'y a pas d'atopie familiale, par exemple. Il n'y a pas d'autres antécédents allergiques personnels. Ou si on a fait les tests cutanés ou les IgE sériques, c'est négatif. Moins il y a d'arguments en faveur de l'allergie, plus cet asthme-là a des chances de disparaître. On est en termes de pourcentage et de chance et de risque. On ne peut rien affirmer ni dans un sens ni dans l'autre. Si bien que je me demande devant ses parents, quand on a ce profil-là et qu'il est plus ou moins évident, on est en droit de parler plus tôt. On devrait leur annoncer la pathologie comme étant siffleur transitoire plutôt qu'asthme transitoire. Cette dénomination les rassure. Cette dénomination ne comporte aucun risque, d'autant plus que de toute façon, on va traiter ce siffleur transitoire comme s'il allait continuer à faire des crises même après 3, 4, 5, 6 ans. Donc sur le plan thérapeutique, ça n'a aucune espèce de conséquence. Sur le plan de la psychologie, lors de l'annonce de cette pathologie, c'est très 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 important et ça me permettra de dire aux parents, de leur expliquer que ce siffleur transitoire n'est pas tout à fait comme l'asthme que vous connaissez, même s'il se ressemble. Il existe, comme on vient de le voir, différents phénotypes en fonction de l'âge de début de l'évolution, on vient d'en parler, mais aussi parfois en fonction des symptômes. Certains distinguent le phénotype, les asthmes viro-induits. Il y a aussi en fonction de l'évolution. Il y a ce qu'on appelle les intermittents sévères. Ce sont ceux qui font rarement des crises, mais quand ils en font, ça les met en réanimation en unité de soins intensifs. C'est bien sûr des cas graves. La rareté de leur crise ne réduit en rien le risque de mortalité. Autour de cette approche phénotypique qui a occupé beaucoup d'asthmologues pédiatres depuis maintenant au moins 30 ans, autour de ces débats, les facteurs de persistance de l'asthme ont été justement bien étudiés et il semblerait, sans que ça soit une vérité absolue, comme je l'ai déjà évoqué, l'atopie familiale et personnelle, l'altération précoce de la fonction respiratoire pourrait expliquer la persistance, pourrait constituer des facteurs de risque de persistance de l'asthme même au-delà de 3-4 ans.
Certains virus, notamment aussi virus respiratoire syncytial, ou rhinovirus, pourraient être aussi au risque d'asthme allergique et de persistance de l'asthme par la suite. Ce schéma que j'aime beaucoup, qui est en anglais parce que tout s'écrit en anglais, tout se fait en anglais, je ne vais pas entrer dans le détail, mais il montre à peu près que cette population-là, peu d'entre eux vont avoir de l'asthme qui va persister au-delà de 3-4 ans. La majorité d'entre eux vont continuer à faire des crises même au-delà de 3-4 ans, et puis ceux-là, plus ou moins. Je trouve très intéressant cette plaque, et même géniale, parce qu'elle ajoute ces flèches à double sens qui démontrent qu'on peut passer d'un statut vers un autre. On est là, on a ceci, et puis si au bout d'un an, on voit que certains éléments de cette liste disparaissent et que l'enfant se retrouve ici, donc il peut, alors qu'il était à risque moyen, il peut devenir à risque mineur. Le diagnostic de gravité. Le diagnostic de gravité s'entend sur les deux aspects de cette pathologie. Diagnostic de la gravité de la crise, diagnostic de gravité de la maladie. Le degré de détresse respiratoire, la présence de complications et le terrain sont les éléments à rechercher pour voir si une crise est grave ou pas. On reviendra sur la maladie tout à l'heure. Le score en cas de crise d'exacerbation, il existe un score de sévérité, purement clinique pratiquement, qui est connu, que l'on utilise pour savoir où se situe, comment apprécier cette sévérité. Cette sévérité dépend bien sûr de ces accès de bronchoconstriction aiguë et de ces aspects d'inflammation aiguë. Les aspects, c'est les sommets de ces monts qui sont importants, que certains représentent autrement sous forme d'un iceberg, et ça serait la partie visible de l'iceberg, en tout cas une partie la plus superficielle de la partie visible de l'iceberg. La sévérité, voici le tableau qui a été adopté par la Société algérienne de pédiatrie, le groupe de pneumoallergologie, pour apprécier la sévérité, et cela depuis 98 au moins. Alors, vous avez des éléments, vous allez les retrouver partout. Ce qui va vous aider le plus sur le terrain, croyez-moi, c'est d'abord ce qui distingue la légère de la modérée. La légère, il siffle et c'est tout, pratiquement. Quand il commence à avoir un tirage, elle devient modérée, au moins. Mais pas de cyanose. Vous voyez, il est peut-être légèrement pâle parce qu'il est fatigué, parce qu'il n'a pas dormi, il est un peu agité. Mais ce qui caractérise la crise légère modérée, c'est qu'il y a des sifflements, qu'il y a un tirage, plus ou moins modéré, mais qu'il n'y a pas de cyanose. Quand elle devient sévère, il y a les sibilants, il y a le tirage et la cyanose. Le tirage est important et la cyanose, justement, apparaît. Donc, quand j'ai de la cyanose, je suis devant une crise au moins sévère. Quant à l'arrêt respiratoire imminent, c'est une situation gravissime. L'enfant est pratiquement en état de mort cardio-respiratoire et c'est l'extrême urgence. À côté de ces signes cliniques qui seront le plus utiles, si vous avez la saturation, cela peut toujours être utile. Dans ce tableau de sévérité, il y a aussi le débit expiratoire de pointe avant et après bronchodilatateur. Tout cela est intéressant. Mais croyez-moi, sur le terrain, il est difficile de compter sur ces dés-là, du moins pour l'instant, et c'est votre clinique qui va vous aider, et généralement cette clinique n'est que peu mise en faillite. La crise peut être sévère, non pas parce qu'il y a cyanose, etc., mais parce qu'il y a déjà des complications, telles qu'un trouble de ventilation, une atelectasie massive ou plus ou moins importante. Un pneumomédiastin, un pneumothorax et un emphysème sous-cutané sont des accidents qui ne sont pas exceptionnels, que vous allez rencontrer durant votre vie, et ça signe les complications, les conséquences d'une crise d'asthme généralement sévère, et cela se voit chez l'enfant comme cela se voit chez l'adulte. Et bien sûr, la complication majeure, c'est l'arrêt cardio-respiratoire anoxique qui peut emporter l'enfant. La crise l'enfant peut se présenter devant une sévérité une sévérité qui n'est pas très importante, un petit tirage, peut-être une légère cyanose, aucune complication, mais le terrain peut agir
s'il y a un terrain tel qu'une pathologie respiratoire préexistante, chronique, invalidante, etc. associée, il est plus à risque que les autres. Il peut compliquer, la sévérité peut augmenter, il peut s'aggraver à n'importe quel moment, donc il faut faire très attention. Une pathologie générale et ou cardiovasculaire associée peut être aussi compromettre un déficit immunitaire, une malformation cardiaque. Ces enfants-là sont plus fragiles que les autres et les retentissements de toute détresse respiratoire peuvent être catastrophiques. D'autres éléments peuvent expliquer le terrain fragile. J'en citerai un notamment, c'est les enfants qui ont déjà passé, lors d'une de leurs crises antérieures, ont fait un passage en réanimation, ont dû être intubés, ventilés. Ceci représente un facteur de risque durant toute leur enfance. Chaque fois qu'ils font une crise d'asthme, même s'il n'y a pas de tirage, il n'y a que des sibilants, il faut les prendre très très au sérieux, très rapidement et être agressif sur le plan thérapeutique. On reviendra lors de notre troisième partie. Le diagnostic de gravité pour la maladie, il comprend deux étapes. Avant, quand l'enfant se présente et qu'on vient de poser le diagnostic, de façon plus ou moins certaine, plus ou moins sûre, et avant d'envisager le traitement, on avait l'habitude d'apprécier la sévérité selon un tableau ou des signes qui traduisent selon la sévérité de la maladie. Quand on commence le traitement, et depuis déjà plusieurs années, on va y revenir, on parle d'à ce moment-là, la sévérité dépend du bon contrôle ou pas de la maladie chez l'enfant. Le score de sévérité, là aussi, dépend de la bronchoconstriction chronique de la maladie et de l'inflammation chronique. De même qu'il y a une bronchoconstriction aiguë et une inflammation aiguë, il y a, et qui explique la chronicité de cette pathologie, c'est l'existence d'une bronchoconstriction chronique, d'une inflammation chronique, et vous savez qu'au fil des années, il y a un remodelage et des modifications structurales plus ou moins irréversibles qui vont s'installer et qui un jour ne disparaîtront plus jamais, quel que soit le traitement que vous allez donner. Donc il faut agir là. Il faut agir là aussi et pour les crises être là. Voici en 2001 et même en 98 comment on classait la sévérité de l'asthme avant, c'est les caractéristiques cliniques avant tout traitement. Cette classification a perdu de son importance parce qu'elle a été remplacée par la classification qui fait appel au contrôle, primo. Deuxièmement, dans les recommandations récentes internationales qui datent de 2020, de avril 2020, quel que soit, on a tendance à traiter de la même façon, en tout cas à commencer les corticoïdes inhalés, quel que soit le palier, même celui-ci qui caractérisé par des symptômes qui sont épisodiques, avec une symptomatologie entre les crises qui est totalement absente, et avec des paramètres fonctionnels qui sont tout à fait normaux et qui restent normaux. Maintenant, on a tendance à mettre même ici un traitement au long cours que l'on verra quand on parlera de la prise en charge thérapeutique. Donc, ce tableau, pour moi, n'est pas à jeter à la poubelle encore. Il a perdu de son importance, mais il reste toujours utile parce qu'il nous permet de dire, c'est vrai qu'on va traiter quand même et mettre un traitement au long cours, mais les posologies peuvent différer entre celui-ci et celui-là et les autres. Donc il reste toujours intéressant, indicatif en tout cas sans être admis par tout le monde, même si il y a des auteurs qui sont revenus là-dessus et qui le remettent sur la sellette. J'en suis heureux d'ailleurs. Il reste un petit peu utile, mais il est très vite abandonné quand on commence le traitement chez l'enfant. C'est ce que le groupe de pneumoradiologie a fait en décembre 2010, un groupe de pneumoradiologie où il y avait beaucoup de personnes, en particulier, je tiens à le rappeler, le professeur Kardash, Allah yarhamou. Une fois que l'enfant est sous traitement, c'est le contrôle de l'enfant qui va être le bon contrôle ou le mauvais contrôle de l'asthme de l'enfant qui va être évalué selon des critères précis. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais simplement pour dire ce qui est important pour vous, c'est que il est contrôlé s'il y a ces éléments-là. S'il y a le moindre élément qui n'est pas présent sur cette liste-là, il est soit partiellement contrôlé,
soit non contrôlé. Dans les deux cas, il est mal contrôlé. Donc, à mon avis, ce qui est plus important, c'est de dire bien contrôlé, non ou mal contrôlé. Donc, il y a que deux catégories plutôt que trois colonnes. Sur le terrain, c'est ça qui va vraiment vous être utile. Si je trouve un seul de ces éléments, je dis qu'il n'est pas bien contrôlé et je tiens compte de cela. On y reviendra quand on fera le traitement. Ce contrôle s'apprécie sur les 4 dernières semaines. Le tableau précédent, c'était les enfants de plus de 5 ans, et ici, c'est les enfants de moins de 5 ans qui ont quelques spécificités dues à l'âge. L'évaluation du contrôle, voici aussi une autre façon de voir la chose, bien contrôlée, aucun. Et puis les autres, cette plaque qui est retrouvée, mais que je dois au professeur Radoui, d'Oran, qui l'a reprise à partir de ce justement GINA. Quand vous abordez l'asthme d'une façon générale, vous ne pouvez pas ne pas tenir compte de ces recommandations, le Global Initiative for Asthma, qui sous forme d'abréviation GINA. Donc, si vous ne le connaissez pas, il y a bien sûr un GINA pour enfants et des mises à jour et des adaptations à l'enfant que nous suivons facilement et avec lesquels nous sommes tout à fait d'accord. La même chose, une fois que vous avez dit bien contrôlé, mal contrôlé, il faut essayer d'apprécier les facteurs qui peuvent entraîner une évolution défavorable de l'asthme de l'enfant. Ces facteurs se résument en 3 étapes. Le risque d'exacerbation dans les mois à venir. Vous avez des éléments liés à l'enfant, liés à son entourage, liés à le médicament qu'il a pris. Vous avez le temps d'entrer dans le détail en relisant calmement ce tableau. Le deuxième groupe de paramètres, c'est le risque d'obstruction fixée. C'est le fameux remodelage et les lésions irréversibles qui vont s'installer. Et puis le risque d'effets secondaires des médicaments, notamment les cures fréquentes de corticoïdes. Quant aux doses élevées de corticoïdes inhalés, c'est décrit, il faut faire attention, mais généralement c'est surtout les cures fréquentes, même si c'est des cures courtes, mais quand elles se répètent, quand elles dépassent les 7-8 dans l'année, ça devient un peu un risque d'effet secondaire à plus ou moins long terme. Je termine avec ce logo du GINA et qui justement a fait une nouvelle mise à jour en 2020, en avril 2020, qu'il est intéressant de voir. Il est disponible pour tout le monde sur Internet et on en reparlera de toute façon lors de notre 3e partie sur l'asthme, Inch'Allah. Merci.